Hello tout le monde, c'est Amaï et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo longue sur la chaîne. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait parce que c'est vrai qu'avec les cours et tout ça j'ai pas trop eu le temps de vous faire des vidéos. Mais aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur le brevet. Tout simplement parce que j'ai fait des shorts conseils sur le brevet et j'ai vu qu'ils ont pas mal marché. Et je pense que ça peut toujours servir une vidéo là-dessus, même si vous en trouverez plein d'autres sur YouTube. Peut-être que je vous donnerai quelques conseils qui vous serviront. Je te conseille de rester jusqu'à la fin pour entendre tous mes conseils, ou sinon tu peux directement passer au chapitre qui t'intéresse puisque je les ai tous mis dans la description. Tu auras les temps marqués pour pouvoir choisir en fonction de ce que tu as envie de regarder. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur le brevet, c'est que c'est le premier examen normalement que vous avez eu dans votre scolarité. Donc c'est pas forcément celui qui va vous servir le plus tard, qui va être très important, à part normalement si vous travaillez dans la fonction publique, où là il est obligatoire, mais c'est pas la majorité des gens. Donc ça aide surtout à se préparer aux futurs examens, notamment le bac, vous faisiez un bac pro, un bac techno, un bac général, ou encore si vous voulez passer un CAP, ou si plus tard vous passerez des partiels, etc. Ça permet de vous apprendre un peu le mécanisme d'un examen, et donc de se préparer aux futurs examens. Cette année pour le brevet 2025, vos épreuves seront le jeudi 26 et le vendredi 27 juin. L'année dernière c'était en juillet, cette année c'est un petit peu plus tôt. Donc comme ça vous savez les dates. Et les sessions de remplacement seront le 8 et 9 septembre si jamais vous loupez les examens, mais normalement il faut éviter au maximum de les louper. Donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que cette année le système ne change pas, ça reste le même système que l'année dernière. L'année prochaine il y aura peut-être l'histoire de la classe prépa lycée, du changement de comptage de points, etc. Mais cette année ça reste le même brevet que l'année 2024. Donc ça va être comptabilisé sur 800 points et pour avoir le brevet il faudra avoir minimum 400 points, soit la moitié. Donc 400 points sur le contrôle continu, donc tout ce que vous avez fait au niveau de l'année, et 400 points sur les épreuves écrites et orales finales. À propos de ça, vous aurez donc 4 épreuves écrites. L'épreuve de français, de mathématiques, d'histoire-géographie et EMC, et l'épreuve de sciences, vous aurez seulement 2 sciences. Et bien sûr l'épreuve orale que certains ont peut-être déjà passé parce qu'apparemment elles peuvent se passer dès avril, donc qui sera sur un projet, un EPI, un projet d'avenir, etc. Donc là on va passer à la première partie de la vidéo qui est le contrôle continu. Tout simplement c'est aussi important que les épreuves écrites et orales de fin d'année, tout simplement parce que ça compte pour la moitié des points et que si vous avez déjà une grande partie en contrôle continu, vous avez quasiment déjà votre brevet avant même d'avoir passé les épreuves. Et si vous avez pas bien travaillé cette année déjà, alors on est en avril, c'est un peu tard, mais essayez au maximum d'avoir les meilleures notes et compétences possibles pour essayer de remonter un petit peu vos points de contrôle continu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le calcul du contrôle continu n'est pas calculé en fonction de vos notes, mais en fonction de vos points de compétences dans les 8 grandes compétences du socle commun. Donc vous pourrez aller les voir sur les sites de l'éducation, vous pouvez les avoir sur École Directe, si vous avez École Directe, si vous êtes dans un établissement privé. J'avoue que Pronote je ne connais pas, donc je ne sais pas, mais vous avez peut-être aussi dans les compétences, dans vos notes, un endroit où vous avez les compétences du socle commun. En fait, vous allez avoir un point de compétence pour chacune de ces grandes compétences. Toutes les évaluations que vous faites dans votre année sont évaluées selon ces grandes compétences. Donc, si vous obtenez un point rouge qui correspond à une maîtrise insuffisante, vous obtenez 10 points en plus dans votre contrôle continu. Si vous obtenez un point jaune qui correspond à une maîtrise fragile, vous obtenez 20 points en plus. Si vous obtenez un point bleu qui correspond à une maîtrise satisfaisante, vous obtenez 40 points. Donc déjà, ça c'est un peu ce qu'il faudra avoir un peu partout, ça vous permet déjà d'avoir pas mal de points pour votre contrôle continu. Et ensuite, si vous avez donc la meilleure compétence possible, qui est le point vert avec la très bonne maîtrise, vous rapportez 50 points. Donc si vous avez 50 points dans les 8, ça vous fait 400. Si vous avez que des très bonnes maîtrises, vous avez déjà votre brevet sans même avoir passé les épreuves. Donc c'est important tout au long de l'année d'avoir travaillé au maximum. Alors je sais que je fais cette vidéo un petit peu tard, donc c'est pas forcément un conseil qui va beaucoup servir si jamais vous avez eu des mauvaises notes. Mais si c'est le cas, essayez au maximum de rattraper sur la fin de l'année. Vous pouvez essayer de remonter un petit peu vos compétences en ayant des meilleures notes sur les dernières évaluations, etc. Et essayez de faire votre maximum pour avoir les meilleures compétences. Si au moins déjà vous avez des points bleus partout, déjà vous avez une grande avance par rapport à des gens qui auraient eu des points rouges et des points jaunes tout au long de l'année. Si vous avez des options comme le grec, le latin, dans certains établissements le théâtre éventuellement, vous pouvez obtenir aussi 10 points supplémentaires qui sont rajoutés sur votre brevet. Donc ça vous permet aussi, alors ça c'est que pour les gens qui ont des options déjà prises depuis plusieurs années ou au moins depuis cette année, mais sachez que vous pouvez récolter 10 à 20 points supplémentaires qui vous aideront aussi plus facilement à avoir le brevet. Personnellement j'ai obtenu 350 points de contrôle continu, plus 20 points parce que je faisais une option grecque, donc en tout j'ai eu 370 points. Je vous avoue que c'est
T'es beaucoup plus serein de passer le brevet quand tu l'as déjà à 30 points près. Ensuite, on va voir l'épreuve de français. Donc c'est une épreuve qui contient 3 sous-épreuves et qui dure 3 heures et qui est notée sur 100 points. Donc c'est l'une des grosses épreuves du brevet. C'est une épreuve uniquement écrite. Contrairement au bac de français que vous aurez en première ou quoi, il n'y a aucun oral. Faut pas hésiter à l'emmener du coup si vous avez des doutes sur comment écrire un mot ou tout ça. Ce sera pas pendant la dictée ni l'analyse de texte, mais c'est pendant la rédaction. Pendant la rédaction, vous avez droit à un dictionnaire normalement. Après, vous pouvez poser la question à vos professeurs, mais normalement, au niveau de l'éducation nationale, c'est autorisé, donc faut pas hésiter. Si vous avez des doutes sur comment écrire un mot, etc., trouver des synonymes. Donc la première sous-épreuve, ce sera l'interprétation et l'analyse d'un texte littéraire, qui dure 1h10. En fait, tout simplement, vous allez avoir un texte littéraire qui peut être issu d'une pièce de théâtre, qui peut être issu d'un roman. Et ensuite, vous allez devoir du coup l'analyser. Vous pouvez avoir des questions de grammaire, donc analyser la syntaxe de la phrase, est-ce que c'est une phrase complexe, est-ce qu'il y a des synonymes, quels sont les procédés littéraires utilisés, etc. Et vous allez aussi avoir de l'interprétation. Donc pourquoi l'auteur a voulu signifier ça, par cette métaphore-là, qu'est-ce qu'il a souhaité dire et tout ça. Donc ça sera important pour ça de bien travailler, même si vous l'avez travaillé pendant l'année, l'interprétation de texte. Essayez peut-être de prendre des livres que vous avez lus, des romans classiques et tout ça, et de se demander derrière les métaphores qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut vous demander en épreuve. Un truc très important, c'est que dans cette sous-épreuve, vous allez avoir à la fin des questions un exercice de réécriture qui est noté sur 10 points. Ça, c'est important si vous voyez que vous êtes un peu short à la fin de l'épreuve et qu'il vous reste encore 4 ou 5 questions à répondre, de faire d'abord la réécriture et de faire les petites questions après. Parce que dans les questions de grammaire, etc., vous allez avoir des questions sur 2, 3, 4 points, alors que la réécriture vaut 10 points. Donc c'est très important, si vous voyez qu'il vous reste plus de 10 minutes sur cette épreuve-là, de abandonner les quelques questions de grammaire qui vous rapporteront peut-être 2, 3, 4 points, et de privilégier la question de réécriture qui vous rapportera 10 points. Donc la question de réécriture, c'est tout simplement que vous allez avoir un extrait du texte à recopier, et vous allez pouvoir soit changer le sujet, passer de il à elle avec un S, donc changer les conjugaisons, etc. Ou soit changer le temps, simplement de conjugaison. Donc cet exercice-là, c'est super important si vous avez du temps de le faire, parce qu'il vous rapportera beaucoup de points. Parce que cette sous-épreuve est notée sur 50 points, donc déjà si vous ne faites pas la réécriture, vous perdez 10 points d'office. Ensuite, la deuxième sous-épreuve de français, c'est la dictée. Donc il s'agit tout simplement d'une dictée comme vous avez fait dans l'année. Les noms propres ou les dates seront normalement écrits au tableau comme des mots très compliqués parfois qui vont vous être écrits. C'est pas compliqué, c'est une dictée. Pensez bien à réviser l'orthographe avant, éventuellement à vous entraîner si vous avez des soucis d'orthographe et d'accord à la maison. Mais en soi ça n'a rien de très compliqué, c'est noté sur 10 points, ça dure 20 minutes. Vous allez avoir une personne qui vous lit la dictée mais faites attention, elle ne la redira pas. Elle vous la lira une première fois, ensuite elle vous la dictera et en dernier elle fera une relecture rapide. Il faut faire attention, ne prenez pas trop votre temps, ne cherchez pas à prendre votre plus belle écriture non plus, tant que c'est propre. Ça passe, parce qu'il faut surtout pas prendre de retard, parce que vous ne pourrez pas récupérer votre retard. À la fin, vous avez un temps pour vous relire, et surtout, prenez le temps de vous relire, c'est très important, parce que peut-être vous allez avoir fait une faute d'orthographe, peut-être une petite faute d'accord, de conjugaison, et ça chiffre très vite les fautes. C'est-à-dire que vous pouvez faire une faute, ça va vous faire moins un point. Mais sur 10 points, très vite, vous pouvez vous retrouver à 2-3. Donc faites très attention, prenez le temps de vous relire, de vérifier avec chaque sujet, les accords, etc. Ce sera que des points gagnés sur votre note. Ensuite, vous avez la troisième sous-épreuve qui sera notée sur 40 points et qui est souvent l'épreuve de français que la plupart des élèves connaissent le mieux, c'est la rédaction. Vous allez avoir 1h30 pour faire une rédaction soit sur un sujet d'imagination, soit sur un sujet de réflexion. Alors la différence entre les deux, c'est que le sujet d'imagination, il va se rapporter au texte que vous avez fait dans l'analyse. Donc vous avez votre texte, votre pièce de théâtre, votre extrait de roman, etc. Et vous allez devoir soit imaginer une suite, soit imaginer une histoire en rapport avec cet extrait dans les temps impartis. Donc c'est un sujet vraiment d'imagination, vous inventez un récit. Certaines personnes sont très fortes là-dedans, d'autres non. Et si vous n'êtes pas fort là-dedans, je vous conseille de prendre le sujet de réflexion. Donc sujet de réflexion, c'est un sujet où vous allez avoir une question de société, on va dire, enfin une question de réflexion. Donc vous allez devoir argumenter sur un sujet précis. Personnellement, l'année dernière, si je me rappelle bien, c'était sur l'intérêt d'avoir des passions dans la vie, qu'est-ce que ça nous apportait, notre expérience personnelle, est-ce que ça nous enrichissait par rapport au cours, qu'est-ce que ça nous apportait. C'était le sujet de l'année dernière. Personnellement, sauf si vous vous trouvez vraiment pas à l'aise sur un sujet de réflexion et que la question ne vous inspire pas du tout, parce que vous les verrez que le jour de l'épreuve, je vous conseille de prendre le sujet de réflexion.
Pourquoi? Parce que déjà, moins de gens prennent le sujet de réflexion. Donc vous vous démarquez par rapport à tous ceux qui prennent imagination, c'est-à-dire la grande majorité des élèves. De deux, en fait, en troisième, on n'est pas forcément habitué à faire des grands textes où on argumente, etc. On parle de son expérience personnelle. Donc les professeurs valorisent le fait qu'on choisisse le sujet de réflexion. Ça prouve qu'on sait argumenter, qu'on sait faire des choses qui nous amènent vers le lycée. Donc les profs ont tendance à noter plus gentiment et donner plus de points sur un sujet de réflexion. Donc si vous vous sentez d'argumenter sur le sujet de réflexion, c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez la question, vous pouvez parler de votre famille, de vos expériences personnelles, etc. Et finalement, vous verrez que faire 30-40 lignes, ça passe vite. Alors que le souci du sujet d'imagination, si vous êtes très fort dans écrire des récits, c'est ça qu'il faut choisir, c'est ça qui vous convient. Mais vous pouvez très facilement être hors sujet. Et dès qu'on sort en fait du cadre qui est attendu du récit qu'on doit rendre, on est sanctionné pour un hors sujet. Et c'est très facile de tomber dans le hors sujet en sujet d'imagination. Parce qu'on veut faire l'histoire qu'on souhaite, on n'a pas envie de se donner les contraintes et tout ça. Donc il faut faire très attention, si vous choisissez le sujet d'imagination, à bien rester dans les clous et dans ce qu'on attend de vous. J'ai eu 38 sur 40 à la rédaction en réflexion et j'aurais jamais eu autant sur l'imagination parce qu'ils attendent plus de lignes. De mémoire, je crois que ce qui est attendu en imagination, c'est à peu près 60 lignes. Si je me trompe pas, en réflexion, c'est plus 30-40 lignes. Mais il faut argumenter. Ensuite, en autre grosse épreuve, vous avez l'épreuve de mathématiques. C'est une épreuve en 2 heures qui est notée sur 100, donc votre grosse épreuve du brevet, qui est très importante de travailler. Mais selon moi, c'est l'épreuve la plus facile de brevet si vous avez bien travaillé pendant l'année et si vous avez eu des bons professeurs. Tout simplement parce que c'est des exercices que vous retrouvez en cours. Alors tout dépend bien sûr du niveau de votre établissement scolaire en fonction si vous êtes dans un privé, dans un public. Ça dépend du niveau de votre collège et ça dépend des professeurs que vous avez eu. Malheureusement, il y en aura toujours des meilleurs que d'autres qui auront des meilleures méthodes. Mais si vous avez eu un bon niveau dans l'année, normalement, les exercices du brevet seront bien moins compliqués que ceux que vous avez eu dans l'année. Ou au brevet blanc si vous en avez fait. Parce que l'épreuve dure 2 heures, mais pour indication, moi j'ai fini tous les exercices et encore en prenant mon temps en 40 minutes. Je suis sortie de la salle au bout d'1 heure, ce qui correspond au minimum qu'on doit passer dans la salle. Et beaucoup de gens l'ont fait et je vous promets que c'est une épreuve facile. Même si vous n'êtes pas très bon en maths, vous pouvez au moins avoir la moyenne, voire 12, 13, 14. Vous aurez donc dans cette épreuve différents exercices, 5 ou 6, qui seront sur ce que vous avez vu dans l'année, donc les différents théorèmes, l'algèbre, les fonctions, la géométrie, etc. Donc tout ce que vous avez vu dans l'année, c'est pour ça qu'il faut bien réviser. Et un exercice d'algorithme sur Scratch, ou éventuellement parfois sur tableur, vous pouvez en avoir également un sur tableur, mais vous aurez toujours du Scratch. Un truc très important pour l'épreuve de maths, c'est penser à emmener tout votre matériel. Votre calculatrice, attention, une calculatrice type collège, donc sans mémoire, pas de calculatrice lycée parce qu'elles passeront pas. Donc emmenez une calculatrice, emmenez un compas, emmenez une équerre, emmenez une règle, emmenez un crayon de bois bien taillé comme on vous le dit toujours, une gomme, etc. Parce qu'au brevet, vous n'avez le droit de parler à personne, aucune communication n'est autorisée. Donc vous ne pourrez pas vous faire prêter la calculatrice par votre voisin, par votre meilleur pote ou je sais sais-je, vous ne pouvez pas. Donc si vous n'avez pas votre matériel le jour même, c'est de votre faute, vous devrez vous débrouiller. Et vu les calculs qu'on a à faire dans certains exercices, je pense que sans calculatrice, c'est impossible. Donc pensez bien, préparez tout votre matériel la veille, 2 jours avant, comme vous voulez. Mais préparez tout pour être sûr d'avoir tout le jour J. Ensuite, vous avez aussi l'épreuve d'histoire géo EMC. Alors de base, c'était une épreuve qui était notée en 2024 sur 50 points. Aujourd'hui, pour que l'EMC soit pu valoriser, on a décidé de la séparer en 2. Donc je n'ai pas réussi à trouver la notation exacte, mais je pense que ça doit être l'EMC qui est noté sur 10, donc une épreuve d'EMC un peu à part, et l'histoire géo qui est notée sur 40. Mais en tout cas, l'EMC sera toujours minoritaire par rapport à l'histoire géo. Donc l'histoire géo, elle se compose de plusieurs parties. D'abord, vous allez avoir un développement construit à faire. Donc ça, normalement, vous les avez étudiés à partir de la 4e, 3e. Moi, personnellement, on a commencé à faire des développements construits en 5e, mais je sais que dans certains collèges, ça se fait qu'à partir de la 3e. Donc c'est une méthode que vous avez appris, donc à faire introduction, développement, conclusion. N'hésitez pas d'ailleurs à revoir cette méthode, au moins à réapprendre ce que vous devez mettre dans les différents paragraphes, parce que c'est super important de savoir faire ça. Même en lycée pro, ça vous sert. D'abord, vous allez avoir un développement construit à faire, donc soit en histoire, soit en géographie. Ce sera sur un sujet que vous avez vu dans l'année. Alors malheureusement, le souci, c'est que parfois en histoire ou en géographie, on ne fait pas tous les programmes. Parce que c'est des programmes qui sont très lourds. Donc n'hésitez pas à voir de votre côté à partir de mai-juin la fin du programme si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le finir. Parce que si jamais le développement construit tombe sur cette partie-là, c'est mieux d'avoir des arguments. Et donc de connaître le sujet et la période. Donc d'abord, vous allez avoir un développement construit sur l'une des 2 matières. Et ensuite, vous allez avoir des questions d'analyse sur des documents. Donc si le développement construit est en histoire, vous allez avoir des questions de géographie.
géographie. Et si le développement construit est en géographie, vous allez avoir des questions d'analyse sur l'histoire. Donc les questions d'analyse en soi c'est assez facile si vous avez à peu près retenu le cours, même quelques dates, quelques bases, parce qu'en fait vous allez avoir des documents, vous avez juste à tirer les informations des documents généralement, en apportant quelques connaissances personnelles. Mais c'est beaucoup plus simple que le développement construit, il faut vraiment argumenter, etc. Ensuite, donc la partie du MC qui cette année est un peu séparée, même si elle reste en même temps que l'histoire-géographie, donc qui pour moi sera notée sur 10 points. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Donc l'épreuve de MC, ce sont 3 à 4 questions d'actualité. Donc l'année dernière, c'était sur le service civique. Donc c'est des questions assez simples si vous suivez un petit peu l'actualité, un petit peu les infos, et si vous avez bien écouté en EMC dans l'année. Pour moi, c'est vraiment le plus simple de l'épreuve d'histoire géo EMC. Vous n'avez pas trop à vous en faire là-dessus. Un truc important par rapport au développement construit. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous faites des brouillons. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de brouillon parce que je ressens pas le besoin, je fais la construction dans ma tête. Il y a 2 méthodes, mais il faut faire en fonction de vous ce que vous sentez. Soit vous ne faites pas de brouillon. Si vous vous sentez de ne pas faire de brouillon, ne faites pas de brouillon. Parce qu'en fait, l'épreuve d'histoire géo, vous allez avoir 2 heures pour faire le développement construit, les questions d'histoire ou de géographie, plus les questions de MC. C'est pas si énorme le temps de faire un développement construit de 30-40 lignes. Donc si vous sentez de faire sans brouillon, prenez votre temps et faites sans brouillon. Par contre, si vous sentez que vous avez du mal à organiser vos idées dans votre tête, que vous avez besoin de noter, faites un brouillon. Mais attention, si vous faites un brouillon, n'écrivez pas tout votre texte, n'écrivez pas toutes les phrases avec les coordinations, etc. Prenez juste une feuille et listez vos idées. Parce que si vous prenez le temps de faire toutes les phrases et après de tout recopier, ça va vous prendre au moins 1 heure. Et déjà, vous perdez 1 heure, voire 1 heure et demie juste sur le développement construit alors que vous avez des questions à faire. Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc, ensuite, on va parler de l'épreuve de sciences qui est la plus petite épreuve du brevet. Mais c'est une épreuve notée sur 50 points où vous allez avoir 2 matières et qui comptent. Donc en troisième, vous avez 3 matières scientifiques qui sont la physique-chimie, la SVT et la technologie. Vous allez avoir seulement 2 matières triées sur le volet, donc au hasard, qui vous seront annoncées en avril ou mai. Peut-être après les vacances où vous savez peut-être déjà les 2 disciplines qui seront tirées au sort pour le brevet. Ça peut être physique SVT, SVT techno, techno physique. Si vous savez déjà quelles sont les 2 matières scientifiques triées sur le volet pour votre brevet, ne révisez pas la 3e matière. Par exemple, si c'est techno SVT, ne révisez pas la physique chimie, ça ne sert à rien. Les questions sont principalement sur le programme de l'année, même si vous pouvez avoir des questions sur tout le cycle 4. Donc le cycle 4, c'est à partir de la 5e. Donc pour cette épreuve-là, vous avez un temps d'1 heure. Franchement, vu les questions que vous aurez, normalement le temps est largement assez long. Mais ne prenez pas non plus le temps de faire plein de choses, de vous éterniser, de faire des réponses hyper complexes. Faites des phrases construites, répondez correctement aux questions, faites vos calculs, ne vous éternisez pas sur les questions. Parce que malgré tout, vous n'avez qu'1 heure pour traiter 2 disciplines où il y aura 3, 4, 5 questions par discipline et c'est des grosses questions. Ensuite, la grosse épreuve du brevet aussi qui est beaucoup appréhendée par un certain nombre des gens qui passent le brevet, c'est l'oral. Parce que la plupart du temps, les gens ne sont pas à l'aise à l'oral. J'en fais partie, je suis très timide. Pour moi, même si là je parle derrière une caméra, c'est compliqué de faire un oral. Mais je vous rassure, en vrai, la plupart du temps, ça se passe très bien. Donc l'oral, c'est une épreuve qui est notée sur 100. Donc pareil, une grosse épreuve du brevet, qui sera votre première grosse épreuve orale et qui va vous préparer aussi à l'oral de première en français ou au grand oral du bac en terminale. L'épreuve se déroule entre début avril et fin juin. Donc certains d'entre vous l'ont peut-être passé. Personnellement, je l'ai passé début juin et je pense que c'est plutôt sur fin mai, début juin dans la plupart des collèges. Mais certains d'entre vous ont peut-être déjà passé l'oral. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça s'est passé parce que ça aidera toujours quelqu'un. C'est une épreuve qui dure 15 minutes tout seul et 25 minutes si vous le faites en groupe. Donc 10 minutes d'exposé et 5 minutes de questions ou 15 minutes d'exposé et 10 minutes de questions si vous le faites en groupe. Par rapport au fait de faire en individuel ou en groupe, je vous conseille vraiment de le faire en individuel. Parce qu'en groupe, les profs vont être plus sévères parce que vous êtes plusieurs à avoir préparé un projet, c'est censé être beaucoup mieux. Vous allez avoir plus de questions. En plus, si vous le faites avec vos amis, vous avez des chances que vous rigolez et tout ça, d'être déconcentré. Parce que généralement, quand on fait un oral avec ses amis au tableau, on a tendance à assez facilement rigoler et tout ça. Pour moi, c'est vraiment pas le bon plan, parce que là, c'est une épreuve très sérieuse. Et si vous vous mettez en fou rire devant les profs, en plus, c'est pas forcément des professeurs que vous connaissez, c'est pas la bonne solution, vous risquez de perdre des points niveau concentration, niveau sérieux du projet, etc. Donc pour moi, le mieux, c'est de faire un individuel, d'être dans sa bulle, vous préparez votre truc dans votre coin. Aussi, quelque chose pour l'oral, pour moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de vraiment le préparer à l'avance. Personnellement, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas du tout faire, je l'ai préparé la veille. À 22 h le soir, juste avant, j'étais en train de faire mon oral. Résultat, en fait, vous allez stresser parce que vous faites à la va-vite. Moi, j'avais rien appris par cœur, j'y suis allée le jour même avec mes feuilles. C'est pas la bonne solution. Je m'étais plutôt bien préparée pour les autres épreuves. Ça, je me suis dit, on y va comme ça. C'est pas la bonne solution. Après, je peux pas dire grand chose, j'ai eu 100. 100 sur 100.
Mais pour autant, suivez pas mon exemple, préparez-vous, c'est mieux. Même si j'ai réussi à le faire sans me préparer, franchement, j'étais pas à l'aise, je me suis dit ça va pas passer, c'est pas bonne chose. Et encore, moi j'ai une solution dont je vais vous parler après qui m'a permis d'avoir 100% alors que je le connaissais pas par cœur. Donc votre épreuve orale peut être faite soit sur un EPI, donc c'est les projets que vous faites dans l'année, ou sur un parcours. Vous avez le parcours avenir, le parcours santé, etc. Je les connais pas tous et la plupart des gens font sur le parcours avenir, donc sur leur stage et sur ce que vous voulez faire plus tard. Justement, si vous prenez le parcours avenir comme la plupart des gens, vous allez parler de votre stage. Mais ce qui est important, c'est de surtout pas tomber dans le fait de faire un simple oral de stage. Faut pas juste décrire votre stage, c'est pas le but, l'oral. Si vous faites sur le projet à venir, c'est le global. Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos stages, mais aussi qu'est-ce que vous voulez faire comme formation plus tard, dans quel métier vous vous voyez, quelles sont vos passions qui vous amèneraient à choisir ce métier, etc. Il faut faire un truc global sur tout votre projet d'avenir. Parce que par rapport au stage, vous avez déjà fait un rapport écrit. Ça suffit, vous n'avez pas besoin de refaire tout votre rapport dans votre oral. Vous pouvez juste vous servir de votre stage comme support. Personnellement, moi j'ai fait un stage dans un domaine qui m'intéressait pas énormément, qui n'était pas du tout celui dans lequel je voulais travailler. Et justement, ça m'a permis de dire, grâce à ce stage, j'ai découvert que je voulais pas travailler à l'intérieur, que je voulais pas travailler en bureau, que je voulais pas faire ça, etc. Et donc, que ce soit un stage qui vous ait plu ou qui ne vous ait pas plu, vous pouvez aussi le dire. Moi, j'ai dit que mon stage m'avait pas spécialement plu et que ça m'avait permis justement de discerner ce que je voulais faire plus tard, ce qui me plaisait pas dans tel métier, etc. Donc, vraiment, prenez votre stage comme support, mais ne parlez pas que de votre stage. Donc par rapport justement à l'astuce qui m'a permis d'avoir 100 points, alors je ne le connaissais pas par cœur, justement si vous regardez trop votre feuille et que vous ne connaissez pas bien votre oral, vous pouvez perdre des points. Et donc j'ai réussi quand même à avoir 100 points. Alors j'ai eu au moins 80 points grâce au sujet de mon oral. Donc ça déjà c'est parce que malgré tout, même si je l'ai fait la veille, je l'avais bien construit, je l'avais bien préparé, etc. Mais j'ai eu une astuce qui m'a permis d'avoir 100 points. Et qui, même si vous l'avez bien appris par cœur, vous pouvez faire des erreurs et c'est une astuce que tout le monde devrait faire. Si vous êtes un minimum à l'aise en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, soit de votre LV1 ou votre LV2, faites une partie de votre oral en langues étrangères. Parce que ça peut vous rapporter entre 10 et 20 points en plus. De mon côté, j'ai fait en italien. Donc j'ai fait toute une partie, tout un paragraphe de mon oral, 1 minute en italien. Parce que c'était une langue où je me débrouillais mieux, encore mieux que l'anglais. Et ça m'a permis de gagner 20 points en plus. Je vous avoue que vu qu'en plus je n'avais pas appris mon oral par cœur, qu'il avait été fait à la va-vite la veille, j'aurais jamais eu 100 points si j'avais pas fait en italien. Voilà. Donc si vous êtes un minimum à l'aise dans une langue étrangère, vraiment prenez le temps de rédiger une partie de votre oral en langue étrangère. À rigueur, c'est vraiment la partie qu'il faut apprendre par cœur si vous êtes moins à l'aise. Et faites une partie en langue étrangère. Je vous promets que ça peut vous rattraper tellement votre note. Et si jamais vous avez fait un peu un mauvais oral, que vous avez que 40-50 points, ça vous remontera toujours à 60-70. Et c'est vraiment super important. À moins que vous ayez vraiment des grosses difficultés dans ces langues-là. Et dans ce cas-là, ne vous embêtez pas avec ça. Ensuite, on va passer à la partie concernant les révisions. Pour moi, déjà, hors révision, le truc le plus important à faire, c'est de bien écouter en cours. Alors je sais que pareil, ma vidéo, elle est un peu tardive pour vous apprendre ça. Mais vous savez sûrement déjà, si vous discutez tout le temps, si vous faites n'importe quoi en cours, oui, ça amuse tout le monde, ça amuse la galerie, vous pouvez discuter avec vos amis et tout ça, mais vous n'écoutez pas en cours. Et le fait d'écouter en cours, ça peut vous faire retenir au moins 50% du cours. Personnellement, pour moi, c'est plus autour de 80%. J'ai quasiment jamais révisé parce que j'écoute très bien en cours. Et du coup, le soir, je pouvais faire ce que je voulais, je joue, je fais n'importe quoi parce que j'ai rien à réviser, parce que j'ai tout retenu. Donc le mieux, c'est écouter à fond en cours. Éventuellement, prenez des notes, parce qu'au lycée, vous aurez besoin de prendre des notes. Donc ça vous apprend déjà à prendre des notes quand le professeur parle à l'oral, dans certaines matières comme les sciences, etc. Donc écoutez à fond, prenez des notes, surlignez des choses. Vraiment, utilisez votre temps en cours. Le temps que vous passez en cours, de toute façon, autant qu'il serve. Donc exploitez au maximum les heures que vous passez en cours. Comme ça, ce sera ça de moins à faire chez vous. Parce que le mieux, est-ce que c'est de passer 8 heures en cours, plus 3 heures à réviser, faire ses devoirs le soir, etc. parce qu'on n'a pas pris le temps d'optimiser sa journée, ou passer 8 heures en cours à avoir 30 minutes de devoirs à faire et après pouvoir faire ce qu'on veut parce qu'on a bien écouté notre journée. Pour moi, la deuxième solution est la meilleure. Et aussi, même si du coup ça vous embête, mais donc si vous avez bien écouté en cours, normalement vous aurez moins de révision à faire, faites vos devoirs. C'est super important, surtout dans les matières où il y a des exercices comme les sciences, les mathématiques, etc. Vous avez besoin de vous entraîner pour le brevet. Et c'est important, faites vos devoirs, faites toujours vos devoirs, même si faites de votre mieux. Vous pouvez rater, vous avez le droit de faire des erreurs, c'est le but, quand on apprend on fait des erreurs. Mais faites vos devoirs parce que vous prendre toujours des croix, parce que vous n'avez pas fait des devoirs ou des mots dans le carnet, etc. Ça sert à rien en vrai. Et franchement, vos devoirs, si vous écoutez bien,
franchement, si vous faites vos devoirs correctement, sans en faire plus, sans réviser plus qu'il ne faut et tout ça, si vous faites vos devoirs, si vous écoutez bien en cours, vous avez déjà votre brevet en réalité. Après, vous avez d'autres méthodes que vous pourrez réviser en plus, mais déjà vous avez le brevet, c'est sûr. Et en parlant de révision et de relecture, je sais que cette vidéo, pareil, bon, comme pour beaucoup de choses, je devais la sortir normalement il y a à peu près un mois et déjà j'avais promis que je la sortirais la semaine dernière et je ne l'ai pas faite. Si vous êtes actuellement en vacances de Pâques, je crois qu'il y a encore des gens qui sont en vacances de Pâques, prenez le temps pendant vos vacances de réviser. Parce que pendant que vous aurez les cours, les évaluations et tout ça, ce sera plus compliqué. Donc je sais qu'il fait beau, je sais que vous avez envie de sortir, de faire des activités avec vos amis, avec votre famille. Vous pouvez, bien sûr, mais prenez aussi le temps de réviser. C'est super important. Parce que comme ça, si vous faites une semaine de révision, vous révisez 1 à 2 heures par jour, je vous promets que ça va déjà tellement vous avancer dans vos révisions. Sinon, un truc qui peut vous aider à vous entraîner, c'est faire des sujets types de brevets. Donc des annales de brevets. Ça va être des anciens sujets d'autres années, voire d'autres régions du monde, etc. qui vont permettre de vous entraîner et de faire des sujets type brevet. Donc au lieu de vous entraîner juste sur vos exercices que vous avez dans vos manuels, vous pouvez faire des vrais sujets, donc des sujets types que vous verrez au brevet. Donc pour ça, soit vous pouvez en trouver sur internet. Donc je vous ai mis dans la description des liens. Donc il y a Eduscope où vous pourrez trouver des annales de brevets dans toutes les matières. Vous avez l'association de l'APMEP qui vous donne plein d'exercices types de brevets dans les mathématiques. Donc si vous voulez vous entraîner déjà le jour même, savoir à quoi ressemble une épreuve type brevet, vous pouvez aller sur ces différents sites, ils sont juste en dessous dans la description. Vous pouvez aussi avoir des livres avec différents sujets types de brevets que vous trouverez dans des magasins ou en ligne pour 10, 11, 12 euros. Et qui peuvent vous permettre, si vous aimez mieux lire sur papier que sur ordinateur, parce que personnellement moi j'ai du mal à lire sur ordinateur. Donc moi j'avais eu celui-ci, donc c'est la version 2024. Et donc dedans vous avez plein de sujets. Vous avez des sujets types, etc. Vous avez en mathématiques, vous voyez des exercices types. Et à la fin, donc, vous avez tous les corrigés et des explications vous avez tous les corrigés. Et ça peut énormément vous aider parce que moi j'en ai fait quelques-unes pendant certaines vacances. Ça m'a permis déjà le jour même, je savais à quoi allait ressembler le sujet. Parce que quand vous faites des exercices dans votre manuel de maths, ça ne sera pas le même type d'exercice forcément que vous aurez au brevet. Donc c'est pareil, entraînez-vous. Soit vous avez en ligne, soit vous avez des livres comme ça qui vont vous permettre de bien vous entraîner sur des sujets type brevet. Aussi, en méthode de révision, vous avez les fiches de révision. Ça peut aider certains d'avoir le cours synthétisé. Alors pour ça, vous avez deux méthodes. Soit vous faites des fiches de révision. Personnellement, c'est pas celle que j'ai choisie parce que ça prend beaucoup de temps. Et si vous voulez ficher tous vos cours de votre année alors que vous n'avez pas commencé, vous allez y passer des jours et des jours. En plus, la plupart du temps, on va faire des très jolies fiches de révision avec du fluo, des décos et tout ça. Ça prend énormément de temps, ça sert à rien. Donc le seul point positif que je vois à faire ces fiches de révision soi-même, c'est si vous avez une mémoire télékinésique. Ce qui veut dire que vous apprenez en écrivant et vous retenez en écrivant. Donc si c'est votre cas, faites vos propres fiches de révision. Mais pour autant, ne tombez pas dans le fait de vouloir faire des fiches hyper esthétiques, etc. qui vont prendre des heures à faire et finalement vous allez pouvoir mettre très peu de choses sur la feuille. Sinon, vous pouvez tout simplement trouver des fiches de révision faites par d'autres personnes. Donc soit vous pouvez acheter des livres, pareil, bon moi j'avais acheté beaucoup de livres et j'avais acheté ce livre là, donc je sais plus, qui est à 11,90 €, mais vous pourrez trouver pareil des livres entre 10 et 15 € et ce livre là vous permet d'avoir vraiment tout votre programme fiché. Donc vous en avez en français, vous pouvez en avoir en mathématiques, sur tout un tas de sujets, etc. En histoire géo. Histoire géo, c'est super important parce que vu la longueur des cours, ça peut vous aider sur tout un tas de choses. Et vous avez même des sujets types d'oral qui peuvent vous aider à savoir qu'est-ce que vous avez besoin dans un oral. Soit vous avez des livres de ce type que vous pouvez acheter qui sont pas très chers, ou soit vous pouvez trouver des fiches de révision en ligne. Soit vous avez différents comptes Instagram qui existent, j'avoue que je les ai pas répertoriés, mais vous cherchez sur Instagram ou sur Pinterest fiches de révision 3e et vous allez en retrouver à balles énormément, toutes celles que vous voulez, même des très très belles mais que vous n'aurez pas pris de temps à faire, donc c'est beaucoup mieux. Et sinon vous avez des sites internet qui proposent des fiches de révision faites par d'autres élèves comme vous ou faites par des professeurs. Donc ça je vous en ai mis 3 dans la description, donc n'hésitez pas, comme pour les sujets types de brevet, allez voir dans les descriptions tous les liens que je vous ai mis. J'ai pris le temps de faire des recherches, etc. pour vous trouver des liens déjà tout faits. Pour moi, le mieux, si vous voulez des fiches de révision tout synthétisées, ne prenez pas le temps de faire vos fiches vous-même, mais prenez-en qui sont déjà faits. Ensuite, je vais vous donner, pour finir, quelques petits conseils pour le jour des épreuves. Déjà, n'hésitez pas à emmener à boire et à manger. Faut savoir que vous avez le droit d'emmener une gourde. Déjà, dans la plupart des établissements, c'est autorisé pendant l'année, mais pendant vos brevet, vous avez le droit. Vous avez le droit aussi d'emmener des choses à manger. C'est autorisé pour ce jour-là. Même des chewing-gums, si vous êtes stressé, vous avez le droit d'emmener des chewing-gums. Alors, à vérifier
vérifier dans votre établissement, mais normalement c'est autorisé au niveau national. Nous, il n'y avait pas de problème, il y a des gens qui ont amené à manger, à boire. Par contre, si vous amenez des choses à manger, emmenez pas des choses qui font du bruit, donc des chips, parce que ça va juste déranger vos voisins et ça c'est vraiment pas cool. J'en ai eu pendant mon brevet blanc et c'est très dérangeant. Donc emmenez des choses qui font pas de bruit si jamais vous voulez emmener à manger pour pendant les épreuves. Ensuite, au niveau du matériel, donc j'en ai parlé quand j'ai parlé de l'épreuve de mathématiques, mais pensez à tout emmener. Pensez à bien emmener un stylo, souvent un ou voire deux de rechange, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème d'encre. Emmenez une règle, un crayon de bois, une gomme, tout ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à prendre en double si vous avez un doute. Si vous vous dites ah mon stylo est bientôt fini, prenez un double. Si vous avez une gomme qui est presque finie et vous savez que vous allez devoir gommer, prenez deux gommes. Voilà, ça coûtera rien, au pire vous les utiliserez pas. Et d'ailleurs par rapport à la trousse, pensez à prendre une trousse transparente parce que normalement vous n'êtes pas autorisé à prendre une trousse normale. Parce que le souci quand vous avez une trousse comme celle-ci, par exemple, c'est qu'en fait vous pouvez tout simplement la mettre comme ça sur votre table et cacher votre téléphone ou des anti-sèches dedans. Juste pour cette raison, les professeurs préfèrent que vous ayez une trousse transparente qui leur permet de voir ce que vous avez dans votre trousse. Parce que sinon il y a toujours des risques qu'il y ait des tricheurs qui mettent des anti-sèches, qui mettent leur téléphone, qui mettent je ne sais quoi. Donc voilà, c'est possible que le jour du brevet, si vous vous pointez avec une trousse normale, donc opaque comme ça, qu'on vous dise bah sortez tout sur votre table et vous n'avez pas de trousse. Donc ça va être très peu pratique de ne pas avoir de trousse. Si jamais vous n'avez pas de trousse transparente, vous pouvez faire comme certains gens de ma classe l'ont fait, c'est-à-dire juste vous prenez un sac plastique, vous mettez vos crayons dedans et ça passe aussi. Une chose par rapport à vos amis, famille, etc. Si vous avez besoin de calme ces jours-là, n'hésitez pas à ne pas parler à grand monde. Parce que je sais que certains, pour eux, le brevet c'est rien. J'avoue que pour moi ça n'a pas été une épreuve très importante et j'étais pas très stressée, j'étais assez calme. Mais il y a des gens où je sais que ça perturbe vraiment et qui sont hyper stressés. Si vous en avez besoin, mettez-vous dans votre bulle. Quand vous arrivez le matin des épreuves, même s'il y a vos amis, si vous avez besoin, mettez-vous à l'écart, prenez le temps de réfléchir sur vos épreuves, etc. Parce que généralement, le matin du brevet, on se regroupe tous par groupe, on discute de nos inquiétudes et tout ça. Mais ça peut être anxiogène et vous avez peut-être juste envie de rester dans un coin avec vos connaissances, réfléchir à ce que vous allez mettre dans telle épreuve, ce que vous allez écrire en français, réfléchir à des notions de maths et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous mettre dans votre bulle, à vous concentrer à fond. C'est juste pendant 2 jours, vos amis vous vendront pas, ou vos frères et sœurs vous en voudront pas de pas leur parler pendant 2 jours parce que vous êtes à fond dans les révisions, dans le brevet. Et d'ailleurs, par rapport au stress, un conseil, ne stressez pas, ne vous paniquez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a 900 000 élèves qui passent le brevet. La très grande majorité l'ont. Il faut 400 points pour avoir le brevet. C'est pas énorme. Si vous avez eu un minimum de contrôle continu, si vous avez eu un minimum pendant les épreuves, vous l'avez. La très grande majorité des gens l'ont. Si vous avez fait une 3e correcte, si vous avez plus de 5 de moyenne, normalement vous l'avez. Si vous avez plus de 5 de moyenne, normalement il n'y a pas de problème. Si vous avez travaillé un minimum, il n'y a aucun problème. Vous aurez votre brevet. Peut-être pas avec la mention très bien, mais si déjà vous avez votre brevet avec une mention bien, une mention assez bien, ou même si vous l'avez tout court, c'est déjà mieux que de ne pas l'avoir. Donc ne vous mettez pas la pression, ne vous stressez pas à fond, même si parfois vous avez vos familles derrière vous, certains vous avez les frères et sœurs, les professeurs, etc. Ne vous mettez pas la pression. Voilà, croyez en vous, vous pouvez le faire. C'est la fin de cette petite vidéo. Si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos, je sais pas, sur l'oral du brevet, sur une épreuve spécifique, sur des techniques de révision, par exemple les fiches de révision ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Je suis à l'écoute de vous et même si prochainement il va y avoir des vidéos gaming qui vont sortir parce que ma chaîne c'est aussi ça. Même si j'ai pas eu le temps de faire des bonnes vidéos ces derniers temps, là je reprends les vidéos avec du montage sur différents jeux, je vous prépare des trucs incroyables par rapport à ce que je faisais avant. Je prendrai le temps de faire des vidéos sur le brevet et les révisions si vous en avez besoin. Donc vraiment si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions par rapport à la vidéo ou par rapport au brevet en général, etc., mettez-les en commentaire. Je répondrai si j'ai les réponses. Et au pire, peut-être que vous aurez d'autres gens qui passeront et qui répondront à vos questions, qui auront passé le brevet des années passées. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. On n'est pas si loin que ça des 500 abonnés. Et ce serait super cool d'avoir les 500 abonnés avant la fin avril, voire début mai. Je vous remercie d'être resté jusque-là, j'espère que la vidéo vous a aidé. On se retrouve dès dimanche prochain pour une vidéo. Je vous dis pas ce que c'est, ce sera la surprise. Mais à partir de maintenant, on va se retrouver pour une vidéo toutes les semaines le dimanche. Je reprends le rythme. Là en plus, on arrive sur l'été. Je peux du coup concocter certaines vidéos en extérieur, certaines vidéos concept. Va peut-être y avoir des feats. Je vous dis pas avec qui, mais va peut-être y avoir des feats. Donc voilà, si vous voulez suivre l'aventure, abonnez-vous. Et merci encore d'être resté jusque là. Bye bye!